Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de continuer la lecture du livre que j'avais commencé il y a quelques jours. Mais vu que la vidéo était beaucoup trop volumineuse la dernière fois et que j'ai mis un temps fou à faire le montage et à l'exporter sur YouTube, j'ai décidé de faire aujourd'hui juste en enregistrement audio. Donc vous n'aurez la vidéo que pour ce petit passage où je vous présente justement ma nouvelle version de vidéo. Voilà. J'espère que ça vous plaira, donc bonne écoute à vous et à très bientôt. Deuxième partie, jeu sérieux pour adultes, leçon de médecine très particulière. La magie d'un livre, c'est qu'il crée une communication unique entre l'auteur et le lecteur. Quand le second se pose des questions sur des sujets intimes et jugés tabous, le premier peut les anticiper et y répondre en toute franchise, sans qu'entre en jeu la timidité ou la pudeur, voire la peur qui paralyse parfois dans un cabinet médical. La sexualité, malgré notre époque qui en parle beaucoup, la prétend débridée, ouverte, facilement exprimable, reste pour bien des gens un thème délicat à aborder. On n'ose pas tout raconter, dévoiler, on craint d'être jugé. Avec moi, aucun interdit, aucun jugement. Je suis prêt à vous donner un cours très particulier de sexualité, à évoquer ce qui ne pourra jamais être enseigné dans une classe de SVT, mais qui est pourtant essentiel à l'épanouissement personnel. Puisque tout un chacun rêve d'avoir une vie sexuelle épanouie, osons donc bousculer réticence, retenue, pruderie, embarras, interdit, afin de parler non pas cru, mais vrai. Accéder à une sexualité intime et intense suppose de pouvoir accepter tout ce qui arrive. Admettre de s'ouvrir à la part d'irrationnel qui est en soi et sans laquelle la vie serait lugubre. A contrario, consentir à s'inscrire dans le prévisible, c'est se mettre inconsciemment dans la posture sinistre d'attendre la mort. Car une vérité émerge en ces domaines, le bonheur se situe souvent dans le hasard. Pour vivre une sexualité heureuse, il faut en fait tout le temps se réinventer. C'est en échangeant, en refusant répétition et routine que l'on accède au plus précieux moment de la vie, que l'on parvient à créer son monde en libérant des forces aussi secrètes qu'invincibles. D'autant que la sexualité participe à la bonne santé, elle qui est régie par la physiologie, nos hormones, notre psychisme et les messages de la société qui indiquent ce qui est acceptable ou non. Il arrive parfois dans un couple de voir la vie sexuelle perdre de son allant, l'envie s'éloigner et le désir disparaître. Comment éviter ces écueils ou les franchir ? En sortant de sa zone de confort, en créant des situations nouvelles, inattendues, en partant à la redécouverte de son corps, mais à deux. Le jeu sans calcul ni tabou est souvent la clé permettant de lever les chapes de plomb qui empêchent la sexualité de s'exprimer librement. Il aide celle-ci à s'inscrire de nouveau dans la joie de vivre, la créativité et le bien-être, et non plus à rester enfermée dans le non-dit, la frustration et l'obligation. La sexualité révèle une part de qui nous sommes vraiment. Pas ce que nous voulons croire, pas ce que nous voulons montrer, mais le plus profond de notre être. Or, nous avons souvent tendance à cacher les plus belles parts de nous-mêmes. Partir à la découverte de ce qui nous excite le plus, des désirs inavoués enterrés sous le sable du quotidien ou de la pudeur, c'est apprendre à se connaître et briser les chaînes qui volent notre liberté. Faire l'amour est un acte magique qui permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Aussi, après ces minutes intenses, prenez soin de ne pas passer tout de suite à autre chose. Consacrez 10 minutes à intégrer les bienfaits procurés par ces instants forts. Prolongez le temps où votre sexe a permis à votre corps et à votre esprit d'entrer en fusion et d'accéder à des territoires touchant au spirituel. Afin d'atteindre ces paradis, il faut savoir faire le vide en soi pour s'ouvrir à l'autre. Attention, s'ouvrir ne signifie pas tout se dire. Les secrets alimentent la créativité. Il faut toujours garder une part de mystère afin d'indiquer à son ou sa partenaire qu'il ou elle n'a pas tout découvert de vous. Notion de découverte qui comporte une part excitante, aussi ne vous en privez jamais. Les commencements d'une histoire à deux font du bien, car tout alors semble neuf. L'enjeu avec les mois et les années consiste à faire que l'autre persiste à ressentir la sensation de nouveauté. C'est entretenir la flamme, si vous préférez. En y arrivant, vous aurez le sentiment que chaque moment partagé avec votre partenaire est un cadeau de la vie. Vous libérerez des émotions intenses qui alimenteront votre bonheur et votre joie de vivre. Résumons d'une formule simple tout ceci. Le sexe, c'est sain, naturel et innocent. Une sexualité épanouie nécessite d'avoir une grande intimité, sans tabou, avec soi-même. Le sexe ne fait pas bon ménage avec la culpabilité ou toutes les formes de répression. Ne cherchons donc en rien l'approbation des autres.
décidons nous-mêmes ce qui nous rend heureux et nous correspond en fonction de ce que nous ressentons. Dans le couple, merveilleux territoire d'échange et de communication, faire l'amour revient à renouer avec des langages oubliés afin de communiquer autrement. Se toucher, se caresser, c'est entendre les messages de l'autre qui nous aime, mais ne sait parfois comment l'exprimer avec des mots. C'est aussi faire exister le couple avec bienveillance, chacun construisant sa vie à partir de l'autre. Il ne faut donc pas penser en termes de bien ou de mal, tant on peut trouver dans ce qui nous semble mauvais les germes du meilleur. Dès lors, pensons la sexualité avec bienveillance et sans culpabilité. Cessons de la caricaturer, de la dévaloriser, de l'extérioriser. Les plaisanteries à son propos, les railleries, la pornographie cassent la beauté de l'acte. Il faut penser celui-ci comme la source d'une beauté excessive et mystérieuse. Et garder à la sexualité une dimension joyeuse qui doit rester privée. L'intimité permet de jouer, de se libérer et de développer une vraie complicité avec son partenaire. Si vous gardez en mémoire que faire l'amour rapproche de la spiritualité intérieure, vous comprendrez à quel point les blagues à ce sujet peuvent empêcher la communion avec vous-même. Choisissez les mots les plus beaux pour parler de ce qui touche à l'acte sexuel et ne stigmatisez personne par rapport à sa sexualité sous prétexte de plaire aux autres. Apportez votre part de rêve, d'art et de poésie dans un univers souvent froid et hostile. En mettant l'acte d'amour sur un piédestal, vous monterez sur ce piédestal. La sexualité vous relie aussi à votre imaginaire, à votre enfance, à tout ce que vous n'osez jamais dire. Lorsque vous faites l'amour, ce sont les recoins les plus secrets de vous-même que vous laissez s'exprimer. Plus vous serez vrai et authentique dans ce domaine, plus vous correspondrez à ce que vous êtes. Vous vous ferez du bien et ferez du bien à l'autre. Chaque fois que nous créons des décalages entre ce que nous sommes et nos actes, nous ouvrons la porte à des risques de maladie. Notre cerveau, notre corps ont un besoin vital de s'exprimer. Il faut que ça sorte, comme on dit. Sinon, il y a refoulement. Tracer la voie d'une sexualité épanouie est donc l'une des clés de la joie de vivre et du bonheur. Être en accord, se réconcilier avec soi-même, permettre d'exister dans une dimension qui nous correspond parfaitement. Ne traversez pas votre vie dans des habits qui ne sont en rien les vôtres, vous seriez mal à l'aise et triste. Créez le monde qui vous correspond et dans lequel vous vivrez de façon heureuse, voilà la solution. Enfin, comprenez que dans la sexualité, rien n'est jamais figé. Ce qui vous convient aujourd'hui peut devenir ce que vous détesterez demain. On peut à la fois être sincère à un instant T et changer radicalement l'instant d'après au point de ne plus correspondre à ses choix passés. Qu'importe, là est la complexité du couple, deux êtres en perpétuel mouvement. Le couple doit être l'espace où chacun laisse éclore ce qu'il a de plus fragile et délicat. Il est le territoire où nous pouvons révéler sans crainte nos faiblesses comme nos forces. Le lieu pour apprendre à s'aimer et se faire aimer en mettant au jour le meilleur de chacun. À sexe vaillant, rien d'impossible. La sexualité de la puberté à 40 ans. Contrairement aux idées reçues, il y a quelque chose de très fragile dans la sexualité masculine. Aragon écrivait « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse ». Il avait entièrement raison, et ces mots pourraient résumer mon propos. Si à 20 ans les érections se déclenchent tout de suite pour de simples stimulations sensorielles, un vêtement léger, un mot chuchoté à l'oreille, un frôlement d'épaule, sont fermes, dures, stables, avec un excellent angle. S'il est alors possible de remettre le couvert plusieurs fois de suite sans stimulation artificielle et que les érections matinales se révèlent constantes, au fil des années, de telles performances s'amenuisent. Ce dont il ne faut pas prendre ombrage, pas plus qu'il ne faut se laisser gagner par l'angoisse. Car à la sexualité instinctive immédiate du corps jeune peut succéder une autre, différente et tout aussi épanouissante. Du reste, à tout âge existent de grands moments comme des inconvénients. Les jeunes de 20 ans aussi connaissent des doutes. Ainsi, les phénomènes d'éjaculation précoce sont fréquents lors du premier rapport en raison de trop d'émotions mal maîtrisées. Les choses s'arrangent souvent au rapport suivant quand la tension psychologique est moins forte. Comme quoi ? Notons enfin dans ce petit préambule une vérité méconnue des ébats sexuels très chauds dont toutes les générations bénéficient. La dépense énergétique pour atteindre le 7e ciel est inférieure à celle nécessaire pour monter 2 étages à pied, mais pas négligeable. Si faire l'amour n'aide pas vraiment à maigrir, le plaisir est bien plus fort qu'une séance de step en somme. La façon de marcher traduit la qualité de l'érection. Des scientifiques japonais viennent de faire une découverte étonnante. Leur étude montre que les hommes marchant avec de petites foulées ont dans 40% des cas des problèmes d'érection fréquents, dont des érections instables ou insuffisantes pour la pénétration. Les médecins ont cherché à comprendre le lien entre ces deux phénomènes.
En fait, ils ont établi une corrélation entre les petites foulées, à la fois en longueur et hauteur, et une musculature pelvienne insuffisante. Ils estiment donc que ces muscles interviennent dans le maintien de l'érection. Par ailleurs, la force et la flexibilité du pelvis apparaissent comme un autre facteur important. Un exercice physique quotidien d'au moins 30 minutes accroît la libido et optimise la qualité des artères et en particulier celle des vaisseaux qui interviennent dans l'érection. En pratique, marchez donc 30 minutes par jour avec des grandes foulées pour bénéficier d'une sexualité rayonnante. Continuons notre petit tour du monde en notant que des chercheurs turcs ont mis en évidence que la stimulation électrique de faible intensité du nerf tibial au niveau de la cheville permettait de diminuer les cas d'éjaculation précoce. Une nouvelle piste de recherche ? La sexualité de 40 à 120 ans. Avec l'âge donc, la sexualité change. Elle ne diminue pas mais fonctionne autrement. Les érections ne se déclenchent plus de la même façon et pas toujours pour les mêmes raisons. La jouissance et le plaisir peuvent rester identiques ou même avec l'expérience devenir plus intenses afin d'atteindre des sommets. Aussi, avoir appris à bien maîtriser ses instants et à goûter son plaisir fait toute la différence. Il est important de connaître les modifications naturelles de la sexualité pour apprendre en douceur à découvrir cette pratique différente, réinventée. Bien des hommes, à un moment de leur vie, s'inquiètent de la diminution des érections spontanées. Qu'elles soient occasionnelles ou matinales, le risque encouru étant alors une perte de confiance en soi en se répétant « je n'y arriverai pas, cela ne viendra pas ». Ils finissent par renoncer progressivement à toute tentative d'avoir des rapports sexuels, craignant de ne pas être à la hauteur, donc préférant s'abstenir que d'essayer. Or, la sexualité ressemble à l'appétit. Moins on mange, moins on en a envie. Et l'abstinence sexuelle a des conséquences physiologiques importantes. Prolonger trop longtemps, le niveau de testostérone chute. Le risque d'andropause guette. Les répercussions sont multiples. La masse musculaire baisse, la peau se fait plus fine et ridée, les érections deviennent impossibles faute de toute envie. C'est le coup de vieux qui plus est souvent associé à des troubles dépressifs et du sommeil. Une étude publiée en août 2019 par des scientifiques britanniques a même démontré que l'abstinence sexuelle augmenterait de façon significative les risques de pathologies graves. Réalisée sur un échantillon large de 2577 hommes et 3195 femmes âgées de 50 ans et plus, l'enquête a établi que les hommes n'ayant plus du tout de rapports sexuels augmenteraient de 63% leur risque de déclencher des cancers et de 41% ceux d'être touchés par des maladies chroniques. Et chez les femmes dans la même abstinence, les risques grimperaient de 64%. Les chercheurs ont noté également que la diminution de la libido pouvait être le signe d'une maladie sous-jacente. J'attends donc avec une certaine impatience les prochains travaux de recherche sur ce sujet afin de mieux comprendre le potentiel protecteur des rapports sexuels. En réalité, la baisse de fréquence des érections spontanées en cas de faible stimulation ne traduit nullement un arrêt de la sexualité, mais un changement de mode d'emploi qu'il suffit de connaître. Car vouloir absolument reproduire la sexualité que l'on avait à 20 ans est absurde. C'est comme s'habiller avec des vêtements remontant au siècle dernier, qui à la fois ne sied plus et rendent ridicule. Lorsque des troubles de l'érection surviennent, la première chose à faire est de consulter son médecin traitant. Parce que, en fait, ils peuvent être synchrones de maladies à éliminer, telles le rétrécissement du calibre des artères coronaires. Cela peut entraîner un infarctus de myocarde et dans ce cas, la pose de simples stents résoudra le problème. La découverte d'un diabète, la prise de médicaments associés qui ne font pas bon ménage avec la sexualité, etc. Contrôler la prostate est aussi utile. Dès que le bilan médical montre que tout va bien, placez-vous sur le pas de tir et préparez le décollage de votre nouvelle sexualité vers le nirvana. Facile comme un timbre-poste. L'érection nocturne persiste avec l'âge. Vous en doutez ? Pour en avoir le cœur net, essayez un test tout simple à réaliser. Le soir, avant de vous endormir, entourez, messieurs, votre pénis d'une bande de timbre collée à ses extrémités. Si au réveil vous découvrez la bande déchirée, vous saurez que j'avais raison. Les interrupteurs de l'excitation. Chez l'homme mature, l'excitation sexuelle naît de stimuli bien différents de ceux qui attisent les sensations du jeune. Les stimulations manuelles, notamment, prennent bien plus d'importance pour allumer le feu. Parfois, de simples caresses de sa partenaire font que le désir monte. Prodiguées à une vitesse de 5 cm/s sur la face interne des cuisses, elles seront particulièrement efficaces, certains points du corps agissant comme de véritables interrupteurs. Citons les corpuscules de Krauss, zone située au niveau du petit filet sous le pénis au départ du gland, région particulièrement réactive pour déclencher le désir sexuel. En pratiquant seul ou à deux de légers massages circulaires avec les doigts ou la langue, l'effet s'avère quasi immédiat.
Et quand cela arrive, ces manœuvres ne suffisent pas à déclencher l'érection, mieux vaut passer à l'étape supérieure. Quand la machine s'enraye. Les dysfonctions sexuelles chez l'homme existent bien sûr et sont même fréquentes. Toutes les tranches d'âge sont concernées par les troubles de l'érection qui touchent plusieurs millions de Français. Ainsi, 42% des hommes reconnaissent avoir été confrontés à cette défaillance une fois dans leur vie. Entre 40 et 70 ans, ces désagréments touchent plus de la moitié de la population masculine. Les plus sujets à une sexualité défaillante sont les fumeurs, les buveurs excessifs d'alcool, les sédentaires et les personnes en surpoids. Et les causes qui provoquent ce trouble sont multiples mais liées à ce constat, le stress, des pathologies vasculaires ou le diabète. On le voit, le surpoids, une alimentation déséquilibrée joue. Une consommation excessive et quotidienne d'aliments gras et sucrés favoriserait à elle seule un pénis mou. Et pour cause, elle encrasse les très fines artères génitales, essentielles pour obtenir une érection de qualité qui n'assure plus le débit suffisant. Chez les sujets obèses, les kilos en trop font chuter le taux de testostérone et mettent la libido en berne. En résumé, quelque peu expéditif mais limpide, plus le ventre tombe, plus l'angle d'érection chute. Une sexualité épanouie sur le long terme est donc la traduction d'une hygiène de vie irréprochable. Les aliments aphrodisiaques. Nous disposons de bien peu d'études scientifiques sur les aliments aphrodisiaques. Or, de nombreuses légendes circulent depuis des centaines d'années, légendes auxquelles manquent les preuves de l'efficacité réelle des produits vantés par elles. L'absence de travaux médicaux fiables sur ces sujets s'explique par le fait qu'on ne peut breveter un aliment, à l'inverse de la molécule d'un médicament, donc il n'y a aucun enjeu économique nécessitant d'apporter une réponse à de telles questions. C'est pourquoi j'ai porté mon attention sur une étude menée en 2019 par une équipe de scientifiques universitaires espagnols, qui ont décidé d'analyser les effets de la consommation de noix sur la sexualité masculine. Ce fruit ayant des vertus fertiles selon les textes anciens, comme l'atteste le « Une noix me rend toute ronde » de Jean de La Fontaine. Ces chercheurs ont mis au jour qu'une certaine quantité de noix mangée quotidiennement augmenterait les fonctions sexuelles masculines et l'intensité des orgasmes. Ces experts avaient déjà prouvé à l'occasion de travaux antérieurs les liens existants entre la consommation régulière des mêmes noix et la qualité du sperme, mobilité, vitalité et concentration des spermatozoïdes. Soit dit en passant, la qualité du sperme n'a rien à voir avec celle de la vie sexuelle. Certains hommes bénéficiant d'un sperme parfait pouvant connaître des problèmes d'impuissance, tandis que d'autres à la sexualité active et heureuse en posséderont un comportant peu de spermatozoïdes actifs. Comme quoi. En 2019, d'autres chercheurs se sont intéressés, eux, à la fertilité masculine, dont a été constaté le déclin dans les pays industrialisés. Ils ont découvert que la consommation de tomates améliorait la fertilité du sperme parce qu'elles contiennent du lycopène, substance qui optimiserait la qualité des sécrétions. Le lycopène aurait également une action de prévention des cancers de la prostate. Pour mémoire, là encore, contrairement à des idées reçues, la sauce tomate en boîte contient plus de lycopène que les tomates fraîches. Une question de concentration en somme, comme le sperme. De belles noix dans le slip. Pour réaliser leur étude, les médecins ont donné 60 grammes de noix, soit 8 fruits, par jour à un groupe de 80 hommes âgés de 18 à 35 ans, et ce durant 14 semaines. Au terme de celle-ci, les chercheurs ont noté une nette augmentation du désir sexuel et des orgasmes, ainsi qu'une sexualité vigoureuse et plus fréquente. Les noix utilisées par les chercheurs espagnols étant des noix brutes, je vous conseille celles que vous aimez au goût, ainsi que les mélanges constitués de noix, d'amandes et de noisettes. Surtout, prenez-les sans sel, la quantité de sel recommandée par jour étant de seulement 5 grammes. L'idéal est de les consommer en début de repas car vous bénéficierez en plus de l'effet coupe-faim de ces fruits à coque. Ce traitement inédit étant sans danger, sauf si vous êtes allergique bien sûr, tentez l'expérience et prolongez-la 3 mois et demi. Vous jugerez des résultats par vous-même. Pour l'anecdote, il semblerait que l'odeur du sperme des végétariens soit beaucoup plus neutre et douce. Boostez l'érection sans médicaments, mangez sainement et faites de l'exercice. Une érection de bonne qualité, autrement dit ferme et stable, est importante pour l'harmonie du couple ainsi que pour le moral et la confiance en soi, parce qu'elle fonctionne chez beaucoup d'hommes comme un baromètre de l'humeur. Si la vigueur pointe longuement vers le ciel, celle-ci sera au beau fixe pour la journée. Des chercheurs ont voulu en savoir plus sur ces questions en étudiant une population masculine de moins de 40 ans et ont constaté que plus de 44% des sédentaires présentaient des troubles de l'érection, taux élevé qu'ils n'avaient ni envisagé ni imaginé. Ils ont découvert aussi
qu'au quotidien, ce problème survient chez seulement 21% des hommes dépensant au minimum 1400 calories en pratiquant de l'exercice physique. Un constat quelque peu logique puisque la qualité du système vasculaire est la clé d'une bonne érection. L'afflux de sang vers la verge ne doit donc pas être freiné par des artères qui commencent à s'encrasser. Bouchée partiellement, l'irrigation ne s'effectue plus correctement. De fait, quand un médecin est informé de troubles de l'érection chez un patient, il contrôle d'abord ses artères du cœur, conscient qu'il existe des liens étroits entre ces maladies coronaires et ses ennuis érectiles. Et lâchez vos écrans! Dans un tel contexte, j'avoue être inquiet des conclusions d'une étude scientifique britannique. Un professeur de statistique anglais soutient en effet qu'en 2030, les couples ne feront plus l'amour. Ayant interrogé des couples de 16 à 64 ans sur la fréquence de leurs rapports sexuels au fil des années, il lui est apparu que si en 1990 la moyenne se situait à 5 rapports mensuels, elle est tombée à 4 en 2000 et 3 actuellement. En suivant cette trajectoire, nous risquerions effectivement d'approcher du zéro en 2030. Le chercheur a évidemment voulu comprendre ce recul. Eh bien, parmi les pistes évoquées apparaissent la croissance fulgurante des réseaux sociaux comme la mise à disposition des séries télévisées ou accessibles sur son smartphone en permanence. Soyons lucides et même francs, nous passons tous de plus en plus de temps devant nos écrans, télé, ordi, smartphone, etc. et de moins en moins à faire autre chose. Une addiction, une dépendance qui nous rendent passifs, spectateurs, à l'inverse par exemple de la lecture qui est un geste actif en demandant un effort pour tourner les pages, se concentrer, réfléchir à ce que l'on lit, du cinéma, qui exige de sortir de chez soi. Autrefois, à la télévision, les films s'arrêtaient vers 22h30 et on pouvait filer au lit faire l'amour. Aujourd'hui, avec un spectacle qui ne s'interrompt jamais, celui des draps perd de ses attraits. Même les repas sont commandables par des applications et livrés tout près, ce qui réduit le goût de les préparer ensemble comme de s'extraire de son domicile. Je ne peux m'empêcher de penser à nouveau aux oies que l'on engraisse dans un espace exigu et clos afin de produire du foie gras. Alors commencez à résister en manifestant à votre façon, par l'extinction de vos écrans et le plaisir de faire l'amour. Panne sexuelle et attrait de la nouveauté. L'impuissance sexuelle, même occasionnelle, provoque plus de dégâts qu'on l'imagine parfois, car elle touche l'homme qui en est victime mais atteint aussi le couple. Le premier se sent coupable et dévalorisé, vit cet épisode comme une catastrophe au point que craindre la panne en vient parfois à la provoquer, début d'un cercle vicieux douloureux. Quant aux paroles prononcées au moment où celle-ci survient, « ce n'est pas grave, alors je ne te plais plus ?» elles peuvent susciter des traumatismes psychologiques qui déstabiliseront le couple, avec le risque de voir certains conjoints être tentés de régler le problème et d'oublier l'expérience malheureuse en cherchant une autre partenaire. Pourquoi ? Parce que cette perspective permet de penser que ce n'est pas soi le responsable de l'échec, mais l'autre. Et comme l'attrait de la nouveauté induit un allumage sexuel plus efficace chez l'homme, donc une érection plus aisée, s'il passe à l'acte, il le croira. Or, aller voir ailleurs est loin d'être la solution miracle. Il arrive en effet fréquemment que les incidents d'impuissance se reproduisent immédiatement avec une nouvelle partenaire. Parlons technique, la méthode du bourrage. La femme joue un rôle clé lors d'un épisode de panne, et pas seulement en prononçant les mots bienveillants qui rassurent et redonnent confiance, car elle est le partenaire idéal pour aider à faire l'amour en l'absence d'érection avec ce qu'on appelle la méthode du bourrage. Terme peu élégant, j'en conviens, excellent dépannage express quand ce dysfonctionnement survient. Cette technique est simple. La partenaire saisit le membre mou, le guide délicatement des doigts vers son vagin préalablement très lubrifié et le fait pénétrer. Qu'il n'y ait pas d'érection préalable ou un début insuffisant pour une pénétration autonome n'a aucune importance. L'absence de rigidité de la verge ne constitue pas un problème avec cette méthode. Une fois le sexe introduit, l'homme doit se coller le plus possible à sa compagne pour éviter que le pénis ressorte inopinément. Celle-ci continue à le maintenir avec ses doigts et le pousse vers l'intérieur du vagin. Il est recommandé de ne pas bouger pendant 2 minutes, minutes durant lesquelles elle peut prodiguer à l'aide de son autre main des caresses au niveau des fesses et de l'anus du conjoint. Zone très érogène qui participe largement à l'allumage. La femme entame ensuite des mouvements lents et réguliers de va-et-vient. Et en général, après quelques allers-retours, une belle érection se déclenche spontanément. Le tout fait avec attention, complicité, douceur, respect, de l'érotisme salvateur en somme. Une telle méthode permet de pallier une défaillance sans recourir au moindre médicament. Juste en accordant confiance à sa partenaire, un aléa intime ne se transforme pas en drame ou angoisse récurrente. Bonus, il est fréquent d'observer que les rapports suivants se passent bien, voire de mieux en mieux. L'homme, libéré par sa réussite, voit ensuite son cerveau érotique excité et sa libido remonter en puissance.
L'âge avance, les envies évoluent. Les sources de stimulation sexuelle se modifient souvent avec l'âge. En d'autres termes, ce qui vous excitait autrefois ne fonctionne plus forcément aujourd'hui. À cela, rien d'anormal, juste une évolution classique. Les goûts changent, les sensations aussi. Pourtant, il s'agit parfois d'une étape déstabilisante pour le couple. Chaque partenaire, sûr de son fait et de ses habitudes, peut se retrouver dans des situations vécues comme un échec là où, il y a encore quelques semaines, il était certain d'amener l'autre au nirvana. Les conflits éclatent alors, souvent pour un rien, chacun rejetant la faute sur l'autre. À terme, un grand nombre d'unions se fissurent puis éclatent. D'autres restent ensemble, mais chacun replié sur soi, ce qui est peut-être encore pire. Premier conseil, quand cette évolution apparaît chez l'un ou l'autre des partenaires, voire les deux, surtout ne pas culpabiliser. Prenez soin d'être à l'écoute de ces nouveaux désirs avec bienveillance. Mieux, dans la mesure où ils ne sont pas illicites, allez vers eux. Et comprenez qu'en les ignorant, vous risqueriez de saborder votre sexualité. L'important est de trouver son propre équilibre sexuel dans ce paysage intime mouvant. Or, la difficulté tient au fait que cet équilibre change sans cesse. Trouver son propre point de gravité nécessite donc de porter attention, après avoir fait l'amour, à ce qui vous a fait le plus de bien à vous, mais aussi ce qui a fait du bien à votre partenaire. Le cerveau contient des neurones miroirs qui nous font ressentir ce que l'autre ressent. Utilisons-les. En se mettant en résonance, le plaisir monte. Un exemple. Si vous voyez une personne déguster un esquimau avec délectation, vous en aurez envie aussi. Eh bien, quand on fait l'amour, c'est pareil. Votre partenaire et vous libérez ensemble un cocktail d'hormones du bonheur. Les désormais bien connues dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et le plaisir de l'un emporte l'autre vers les sommets. Une sexualité heureuse oblige à sans cesse se réinventer afin de déceler les potentiels enfuis au plus profond de soi. Pour cela, interrogez-vous, apprenez à mieux vous connaître. Comment naît mon désir? Pourquoi existe-t-il? Le secret d'une vie sexuelle épanouie est de savoir précisément ce que l'on désire. Pensez par exemple à ce qui vous traverse la tête quand vous cherchez à vous exciter davantage avant l'amour et vous glanerez des indices permettant de découvrir vos secrets les plus intimes. Secrets où, souvent, se cachent les racines de votre créativité et de votre joie de vivre. Passez du mode sympathique au mode parasympathique. Guère évident dans nos vies millimétrées, stressées, hyper organisées de se retrouver pour faire l'amour. Or, pour que le désir monte, il est primordial de prendre le temps de déconnecter, de se préparer mentalement et physiquement à l'acte, d'ouvrir un sas pour passer du mode sympathique au mode parasympathique afin que les rapports sexuels se savourent en harmonie. Le mode sympathique correspond à l'action, la vigilance, la vie professionnelle intense, tout ce que l'on doit faire avec attention et concentration. Il est caractérisé par la sécrétion d'adrénaline, laquelle accroît l'efficacité des missions que l'on doit conduire au mieux. Or, ce système bloque l'érection chez l'homme, empêche la lubrification du vagin qui se met en position fermée chez la femme. Tout se passe comme le dit l'expression populaire « je n'ai pas la tête à ces choses-là ». A l'inverse, le système parasympathique met en avant la relaxation, la détente, le bien-être. C'est la digestion paisible, la sieste tranquille. Cette activité favorise donc les érections spontanées, la lubrification et l'ouverture des grandes lèvres, d'où des moments riches et partagés. Dans de nombreuses pannes sexuelles, c'est souvent l'hyperactivité du système sympathique avant de faire l'amour qui est en cause. L'un des partenaires, voire les deux, n'est pas en condition, encore dans le flux de sa journée, perturbé par ses ennuis, omnubilé par des nombreuses tâches à effectuer. Comment mettre en place, dès lors, le fameux sas de décompression? En se posant, en réfléchissant, chacun sait ce qui le détend, ce qui le fait passer à autre chose, ce qui le met en condition pour apprécier un moment à deux. Pour certains, il s'agit de mots doux accompagnés de baisers, pour d'autres d'un bon verre de vin, d'une musique relaxante, d'un bain coquin. Alors songez-y, mettez-le ou les en pratique. Bien sûr, il convient de doser cette phase de transition, faute de quoi elle peut aboutir à l'effet inverse de celui désiré. Trop d'alcool, par exemple, ôterait l'envie de faire l'amour. Trop de relaxation par des caresses ou un bain chaud serait capable de provoquer l'endormissement, qui ne fait jamais bonne impression auprès de son ou sa partenaire. Attention à ne pas confondre les différentes façons, propres à chacun, de passer du mode sympathique à celui parasympathique avec les préliminaires, tel le massage clitoridien avec le doigt ou la langue, la fellation ou la masturbation. Ces stimulations-là ne doivent pas commencer quand le sujet est encore en mode sympathique. Les leviers psychologiques nécessaires à l'éveil sexuel n'étant pas encore en route, ce serait l'échec assuré. D'une certaine manière, le mode en passage parasympathique correspond à l'apéritif et les préliminaires à l'entrée, avant le plat de résistance qui est l'acte sexuel lui-même. Un café, l'addition? Non, un dessert d'abord.
Une fois le plat consommé, au lieu de demander un café et l'addition, autrement dit de filer vous coucher et vous endormir, commandez plutôt un dessert. Vous découvrirez alors un moment merveilleux pour l'épanouissement et le bonheur du couple. Prenez en effet le temps d'explorer à deux de nouveaux territoires de plaisir. Vous constaterez combien la jouissance ne se trouvait pas forcément où vous l'attendiez, mais réside sur un autre versant du couple que vous ne soupçonniez en rien. Une équipe de scientifiques d'outre-Atlantique a lancé la première étude sur ce qui arrive juste après l'amour. Ces chercheurs ont analysé les réactions et sensations éprouvées par 335 participants qui, après un rapport sexuel, se blottissent l'un contre l'autre durant au moins un quart d'heure, avec comme position notée la plus fréquente celle en petite cuillère. Le couple allongé sur le côté, la femme assise sur les genoux de l'homme ou l'inverse. Eh bien, les résultats ont surpris. Les réponses au questionnaire ont en effet montré que les couples qui pratiquaient ce rapprochement après l'amour ressentaient un plaisir souvent plus important que pendant le rapport sexuel lui-même. Mieux encore, que la sensation de plénitude et les sentiments affectifs étaient beaucoup plus forts chez ces couples que parmi ceux qui regagnaient tout de suite après leur côté du lit pour s'endormir. En somme, tout se passe comme si ce quart d'heure prolongeait et même augmentait le plaisir de l'acte. Ce constat est flagrant chez ceux ayant de jeunes enfants à la maison. Et s'explique facilement. Quand un couple devient parent, chaque partenaire doit renoncer à laisser s'exprimer l'enfant qui est en lui parce qu'il lui faut devenir une grande personne. Une frustration qui crée un manque, inconscient, lequel manque nuit à l'épanouissement comme au bien-être. Réussir l'espace de quelques minutes à redevenir un enfant, en se mettant bien au chaud sur les genoux de son ou sa partenaire, aide à se relier à des jeunes années par des sensations ressenties. C'est pourquoi le mélange de tendresse-douceur après l'acte sexuel génère tant de plaisir. Il s'agit d'une forme de célébration de l'amour, d'une façon de mieux encore la savourer. En plus de nous ouvrir les yeux, cette étude a donc un énorme mérite. Dans une période où le zapping domine, où on passe rapidement d'une activité à une autre sans jamais analyser ce que l'on a ressenti exactement, elle nous incite, nous pousse même à prendre le temps, à faire attention à nous et à ce que l'on ressent profondément, réellement. Les bonheurs de l'after-sex. Les mêmes scientifiques ont conduit une seconde étude consacrée aux conversations intimes, aux caresses et aux positions des participants après l'amour. Résultat de leur observation, ces comportements, chez les hommes comme chez les femmes, augmentent de façon significative le sentiment de satisfaction de la vie amoureuse. Autre constat important mis en évidence, dans les semaines ayant suivi l'after-sex, les participants en ressentaient encore les bénéfices. Pourquoi ? Parce que consacrer du temps à l'amour après l'amour permet de fixer dans la mémoire du cerveau érotique ces moments de plaisir durable. Le processus est aisé à appréhender. Imaginez que vous veniez de terminer un merveilleux repas gastronomique. Vous vous asseyez dans un endroit tranquille et pendant un quart d'heure, vous ne pensez plus qu'à ces bons instants. Vous constaterez alors, des mois plus tard, que vous n'aurez rien oublié du délicieux moment, déjeuner ou dîner, qui vous semblera encore meilleur tant vous l'aurez sublimé. Votre cerveau ayant été activé pour qu'il se souvienne longtemps du meilleur, vous aurez réussi à décupler votre jouissance et à la faire durer au long cours. Faire l'amour, c'est un peu comme partir en vacances, s'embarquer vers une autre dimension. On sait que durant un voyage, c'est la fin du séjour qui marque le plus. Parce que le mémoire se concentre davantage sur les bienfaits des derniers moments, il est préférable de ne pas programmer de corvée la veille du départ, jamais bonne pour le moral. Au contraire, passer la dernière journée de vacances en y incluant ce que l'on a préféré durant les congés, par exemple un déjeuner dans son restaurant favori ou sa balade fétiche, vous aidera à faire durer longtemps le plaisir. De même, pour prolonger celui-ci, racontez les vacances à vos amis au retour. L'important, c'est un ressenti à domicile, le meilleur possible. Vous ferez ainsi le plein d'énergie pour les semaines à venir. Certes, il s'agit de la grande différence entre les vacances et l'acte sexuel. Difficile de faire durer le plaisir en le racontant à tout le monde. Le royaume mystérieux des odeurs corporelles. Même les hommes les plus élégants s'adonnent à des plaisirs que d'aucuns pourraient qualifier d'étranges. Ainsi, sans s'en rendre compte, la plupart des hommes se touchent régulièrement les bourses, le pénis ou l'entrecuisse, et reniflent ensuite leurs doigts avec délectation. Je vous vois déjà froncer les sourcils, l'air dégoûté à la lecture de cette vérité. Il ne faut pas. Car ce geste furtif, souvent exécuté à l'abri des regards lorsqu'il est conscient, ne participe en aucun cas d'un besoin masculin de vérifier que tout est en place et se rassurer ou, comme le croient certains, de savoir si l'on doit prendre une douche. Fondamentalement, il s'agit de bien autre chose. Sentir les odeurs de certaines parties de son corps consiste à se connaître intimement. C'est être en relation avec la part animale qui demeure en soi. Mais d'où vient ce réflexe ?
Notre odeur, notre identité. Chaque individu possède une odeur unique et la façon dont il l'interprète n'appartient qu'à lui. Cette odeur est en lien direct avec la mémoire profonde, l'enfance. Un étranger ne pourrait jamais savoir ce que nous ressentons en humant celle-ci, enfin celle-ci car il y en a plusieurs selon les endroits. Tant elles font office de signature, distinguant chacun des autres, tant elles relèvent du territoire secret. L'odeur humaine est si unique qu'il existe des éponges à odeur servant aux experts scientifiques à identifier un délinquant. Ces parfums, fonctionnant comme une empreinte digitale, ne pouvant s'effacer d'une scène de crime. De fait, les chiens disposent naturellement d'un GPS à odeur, eux qui retrouvent les traces d'un être humain après avoir reniflé un vêtement qu'il portait. Cette odeur personnelle originelle est liée aux micro-organismes qui se trouvent sur la peau, ainsi qu'à l'ADN. Les senteurs liées à l'absorption de médicaments, à l'alimentation, aux boissons, tabac, parfums, s'ajoutant à l'odeur de base. Sentir avec les doigts. Dès lors, beaucoup d'hommes recouvrent à leurs doigts pour établir la carte de leur identité olfactive et les orientent prioritairement vers les zones les plus riches en diffusion de senteurs intimes, les aisselles, les parties génitales ou le sillon interfessier. Certains reconnaissent par exemple explorer ces zones avant de s'endormir parce qu'ils en retirent un sentiment de sécurité. Retrouver des odeurs connues et personnelles revient à se sentir dans une bulle aussi protectrice que bienveillante. C'est se coucher dans un territoire olfactif familier qui va dans l'obscurité servir de cocon apaisant. Une réminiscence des temps anciens où vraisemblablement nos ancêtres utilisaient leur odorat pour repérer une odeur étrangère la nuit et ainsi être alertés des dangers. Odorat altéré, santé fragilisée. Connaître sa propre odeur permettrait donc de mieux distinguer celle des autres et dès lors de flairer d'éventuelles menaces. Mais bien percevoir les odeurs constitue aussi un atout santé. Et se sentir revient à entraîner son odorat à être plus performant. Une étude récente a ainsi montré que les sujets obèses avaient un odorat moins performant, mais aussi que lorsqu'ils revenaient à des poids dans les limites de la normale, un odorat de qualité réapparaissait. D'autres recherches ont attesté qu'il existe un lien entre longévité en bonne santé et odorat, les personnes ayant un odorat peu efficient rencontrant un taux de maladies neurodégénératives plus élevé que les autres. Le langage des odeurs corporelles. Les senteurs sont en lien direct avec le cerveau et conditionnent les comportements. Commencer à aimer ses odeurs corporelles, c'est commencer à s'aimer. Et avoir confiance en celles-ci génère sérénité, bien-être, nous rend plus ouverts aux rapports sexuels. Là est toute leur ambivalence. Elles excitent et repoussent à la fois. Où se fait la bascule ? Mode de communication à la fois avec soi et avec les autres, comme une encre sympathique, une écriture secrète, l'odeur intime fait passer des messages que l'on ose exprimer de vive voix. À la fois pérenne et volatile, elle peut être partiellement gommée, intensifiée ou masquée, mais toujours elle existe et diffuse un message. Le bon comportement à adopter avec les parfums ajoutés est donc de réussir à garder son identité olfactive originelle sans la masquer. Il arrive en revanche que certaines odeurs repoussent le ou la partenaire. C'est le cas de celles dégagées par le sillon interfessier. Trop fortes, elles peuvent en effet s'avérer négatives pour des relations sexuelles épanouies. De fait, il s'agit d'une zone sujette aux macérations liées à la position assise prolongée, à la transpiration, aux nourritures trop épicées, voire à un manque d'hygiène après l'évacuation des selles. Permettez-moi un aparté à ce propos. Pensez à vous savonner, rincer et bien sécher les parties intimes après avoir été à la selle. De même, évitez de porter des sous-vêtements en tissu synthétique et trop serrés. L'odeur des larmes. Une étude scientifique a montré qu'une autre odeur méconnue, cela va vous étonner, contrarie la libido des hommes, celle des larmes des femmes. En effet, en leur faisant sentir des échantillons, des chercheurs ont noté une baisse du désir sexuel, le liquide lacrymal contenant certains signaux chimiques agissant directement sur le cerveau. Pour autant, je déconseille fortement aux femmes de se retenir de pleurer lorsqu'elles en éprouvent le besoin, car pleurer aide à ralentir la respiration lors de situations anxiogènes et stressantes, et produit un effet apaisant, les larmes agissant en régulateur de l'humeur qui permettent de trouver son équilibre en situation émotionnelle instable. Elles opèrent comme une vague qui nettoie la plage. Quand l'envie de pleurer survient, il ne faut pas résister. Donc les laisser couler, cela vaut aussi pour les hommes, tant elles éjectent à l'extérieur ce qui fait du mal à l'intérieur. Les odeurs des poignées de main. La poignée de main est une pratique ancestrale pour communiquer de façon positive. Pour autant, une étude scientifique a observé qu'un nombre significatif de gens se sentaient discrètement les mains juste après en avoir serré d'autres. Et a même découvert un phénomène étonnant, quand deux personnes du même sexe se donnent une poignée de main,
celle ayant l'habitude de se sentir les mains renifler toujours celle qu'elle venait de serrer. Mais à l'inverse, entre sexes opposés, la main reniflée était toujours celle qui n'avait pas été utilisée pour serrer l'autre. C'est comme si, après une poignée de main entre sexes différents, chacun souhaitait se rassurer sur son attractivité olfactive. Dans l'autre cas, c'est une façon de renifler l'autre pour apprendre à mieux le connaître. Cette pratique apparaît comme un reliquat de réflexes acquis au fil des siècles, qui ne sont plus tout à fait adaptés au monde actuel, avouons-le. Des petites fuites aux petites hontes. Quand on évoque les hospices pour personnes âgées, immédiatement viennent à l'esprit des images de dépendance, de solitude et d'incontinence urinaire voire anale. En somme, la déchéance et ses symptômes qui font peur et honte. Or, ces sujets intimes, il faut en parler tant ils concernent plus de gens qu'on ne le croit. Alors, puisque nous sommes en tête-à-tête et que personne ne nous écoute, je me lance. Devoir porter des couches en fin de vie, quotidien de nombreux pensionnaires de ces établissements, fait froid dans le dos. Et avoir recours à une assistance pour faire ses besoins est logiquement vécu comme une souffrance, une humiliation quotidienne. Mais à quoi tient ce rejet ? À la petite enfance. Au fait qu'au plus profond du cerveau est ancré ce que votre mère enseignait avant l'âge de 2 ans, les « il faut que tu apprennes à être propre, alors va sur le pot »,« maintenant tu es grand, tu n'as pas besoin de porter de couches », et autres phrases d'autant plus culpabilisantes qu'elles révèlent de ce qui fait l'éducation et traduisent que l'on est devenu grand. Aussi, un adulte qui attend dans ses excréments qu'une personne vienne le changer endure ce moment comme une épreuve psychologique, une régression insupportable. Pour beaucoup, c'est même un facteur de dépression. Se voir et se savoir dans un tel état de dépendance provoque une dépréciation de l'image et casse le moral du pensionnaire, quel que soit le professionnalisme des soignants. Or, se prémunir au maximum contre ces déboires est impossible, à condition de garder ses sphincters en bon état. La prévention en la matière est essentielle car elle change la donne tant l'incontinence, qu'elle soit urinaire ou anale, ne survient pas du jour au lendemain. De fait, il existe des phases intermédiaires qui doivent attirer l'attention et inciter à mettre en œuvre au plus vite les mesures possibles. Face à un sujet aussi grave, ne nous voilons plus la face. Surtout, osons l'évoquer ouvertement et sans jugement, quitte à être parfois trivial en appelant un chat un chat. L'incontinence urinaire, un sujet à prendre très au sérieux. L'incontinence urinaire touche plus fréquemment les femmes, 3 à 5 millions d'entre elles, que les hommes, dont trop peu consultent le médecin alors que leur vie sociale s'en trouve douloureusement impactée. Ne plus voir ses amis ou oser avoir de rapports sexuels à cause de cet embarras est dangereux pour la santé psychologique et engendre même à terme des états anxieux ou dépressifs. Le responsable de la fuite, c'est le relâchement du périnée, ce petit muscle situé entre l'anus et les organes génitaux externes qui supporte à lui tout seul les 30 kg du tronc, et qui, lors des grossesses, est soumis à rude épreuve et peut perdre de sa tonicité. De même qu'à la ménopause, voir les tissus perdre de l'élasticité du fait des déficits hormonaux. Dénonçons aussi d'emblée une idée reçue. L'incontinence ne touche pas exclusivement les sujets âgés. 2 exemples montrent que ce fléau est pangénérationnel. Celui d'une femme enceinte, qui peut temporairement, durant la grossesse ou juste après, connaître de petites pertes d'urine incontrôlées, des séances de rééducation permettent en général de retrouver la continence originelle. Ou celui de la femme jeune qui, à la suite d'un éternuement, d'une toux ou d'un éclat de rire, peut elle aussi retrouver quelques gouttes d'urine dans son slip. L'expression populaire « se pisser dessus de rire » prend alors tout son sens. L'incontinence qui apparaît lors d'une toux ou d'un effort physique est directement liée à la pression dans l'abdomen. Parfois encore, la vessie étant trop réactive, elle se contracte pour des quantités d'urine minimes. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin afin d'en trouver l'origine, car il peut s'agir d'une infection urinaire ou gynécologique, d'un calcul, de polypes vésicaux ou d'un diabète. À d'autres moments, le déclenchement est lié au bruit de l'eau qui coule ou au lavage d'un pullover à l'eau froide dans un lavabo par exemple, le contact des mains avec celui-ci étant un facteur déclenchant connu. Autre circonstance d'incontinence mineure possible, savoir que l'on arrive chez soi et que d'ici 5 minutes, on sera aux toilettes. Excitation qui déclenche une envie impérieuse d'uriner mais qui voit les réactions pour se retenir se bloquer. Même si elle est plus rare chez l'homme, la fuite urinaire survient aussi à travers la fameuse goutte retardataire qui salit slip ou drap, ou via des envies impérieuses d'aller uriner alors que le jet est faible. Pour les gouttes retardataires, essayez d'appuyer sur la trajectoire du canal de l'urètre au niveau du pénis pour faire sortir les derniers reliquats d'urine. Dans tous les cas, je conseille vivement de consulter.
Ainsi, traiter l'adénome prostatique, augmentation bénigne de la prostate, permet de guérir ce genre d'inconvénients. Incontinence urinaire, la double peine. En plus d'être très inconfortable, la sensation d'avoir des difficultés à se retenir et de devoir foncer aux toilettes plusieurs fois par jour provoque chez celles et ceux touchés un état de stress permanent qui en pousse certains à ne plus sortir de chez eux. Avoir peur d'aller au cinéma par crainte de déranger les spectateurs pour se rendre aux toilettes, comme rechercher dès qu'on arrive quelque part où se situe celle-ci, épuisent à la longue et restreignent toute velléité de sortir. Musclons le périnée pour éviter les fuites. En pratique, lorsqu'un patient signale une incontinence urinaire, je recommande toujours de consulter son généraliste, car dans nombre de cas, en traitant le problème originel, le symptôme disparaîtra. Quant à ceux qui, aujourd'hui, ne se sentent pas concernés, mieux vaut qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour ne jamais être victimes de la moindre incontinence. Premier acte, pensez à muscler votre périnée. Et ce chaque jour pendant 1 minute. Placez-vous en position assise, faites comme si vous reteniez un jet d'urine et percevez alors la sensation éprouvée. Vos muscles du périnée se resserrent. Reproduisez 30 fois cette contraction en comptant jusqu'à 5 lors de chacune. Eh bien, 3 mois plus tard, vous vous découvrirez un périnée musclé, gardien fidèle de votre continence urinaire. Puisque nous perdons physiologiquement 1 à 2% de muscles chaque année à partir de 30 ans, ce petit muscle, auquel on demande tant, perdra trop vite son pouvoir de contrôle de la sortie des urines si on ne le fait pas travailler quotidiennement. Aussi, protégeons-le. Préservons la vessie pour contrôler notre continence. La vessie aussi, il importe d'en prendre soin. D'abord en ne fumant pas, le tabac étant l'une des causes importantes de ces cancers. Ensuite en limitant la consommation de café à 3 tasses quotidiennes. Passé ce seuil, le risque de vessie instable se voyant multiplié par 2,4. Enfin, en évitant l'alcool comme de boire trop en un minimum de temps. Comment savoir si l'on souffre de réelle incontinence ? Commencez par définir la fréquence de vos mictions, en ayant en tête que chez l'adulte, c'est jusqu'à 6 fois par jour et 1 fois la nuit, avec émission entre 350 et 500 ml d'urine à chacune. Mais entre 250 et 400 ml pour les plus de 65 ans, en raison de la capacité vésicale, avec, sans que cela soit problématique, jusqu'à 8 mictions quotidiennes. Si vous dépassez ces chiffres et que votre médecin n'a pas relevé de problèmes médicaux spécifiques, une seule option, rééduquer sa vessie. À la première envie d'uriner, essayez de vous retenir au lieu de vous rendre illico aux toilettes. Et notez le temps écoulé entre l'apparition du besoin et celui où vous avez cédé. Ensuite, efforcez-vous d'allonger cette durée jusqu'à 15 minutes. Pour tenir plus longtemps, je vous conseille de rester assis sans bouger, mais en pensant à autre chose. Écrivez des SMS à vos amis, consultez votre smartphone. Pendant ce temps, l'un des muscles puissants qui se trouve dans la vessie, le détrusor, accroîtra sa puissance et sa capacité. Alors, progressivement, vous remarquerez la diminution du nombre de vos mictions quotidiennes, ce que votre confort appréciera énormément. Anus pas horribilis. Avoir confiance dans son sphincter anal, c'est avoir confiance en soi. Car les gaz maîtrisés, on peut alors les émettre de la façon la plus discrète possible sans craindre les fuites qui à la fois soulèvent des questions d'hygiène et de convivialité dans le couple. Aussi, porter attention à ce sphincter en le traitant tel un organe comme les autres et non honteux accroît les chances d'éviter la douloureuse expérience des incontinences anales une fois âgées. L'incontinence fécale, dont on parle trop rarement, touche pourtant un nombre considérable de personnes. 9% des hommes et 13% des femmes. Elle se traduit par une fuite des matières fécales incontrôlables, qu'elles soient sous forme solide ou de diarrhée. J'exclus les épisodes ponctuels liés à une gastro-entérite, qui est aussi humiliante que douloureuse à la fois physiquement et psychologiquement. Les premiers signes peuvent être des culottes salies au niveau du pli interfessier, des envies pressantes d'aller aux toilettes sans avoir le temps d'y arriver, des gaz émis sans contrôle de la situation. Autant de situations embarrassantes, et je suis en dessous de la vérité éprouvée par les victimes, alourdies par l'impression ressentie de sentir tout le temps mauvais évoqué, qui limite les relations sociales et celles du couple. Vous êtes concerné ? Ne restez pas à endurer un tel inconfort, voire cette honte, qui n'en est pas une, consultez votre médecin. Il recherchera une éventuelle cause organique à l'origine des symptômes et saura trouver comment vous soulager au mieux. Quant aux autres, n'oubliez pas que la prévention de la tonicité du sphincter anal est le meilleur rempart contre son éventuelle incontinence. Assumer sa sexualité tout en prenant soin de soi, de son anus. La sodomie
dans les couples homosexuels comme hétérosexuels, est de plus en plus pratiquée. En France, chacun fait ce qu'il veut dans son lit, ou ailleurs, avec qui est consentant. La sodomie a même été déclarée légale en 1791 par les révolutionnaires. Mais ce n'est pas le cas dans bien des pays. Ainsi, en Inde, les contrevenants risquent la prison. En Arabie Saoudite, la lapidation, uniquement pour des questions morales ou religieuses. Ainsi, 40% des femmes entre 20 et 24% déclarent avoir eu cette pratique dans l'année et 20% pour celles entre 25 et 39 ans. Si l'usage se développe, il n'en reste pas moins que certaines précautions s'imposent, comme la douceur et le recours aux lubrifiants, les rapports brutaux sans gel pouvant endommager le sphincter et plus tard entraîner incontinence partielle ou totale. La position de la personne pénétrée compte beaucoup. En étant installé de façon génupectorale, c'est-à-dire en se mettant à genoux avec les pectoraux à plat sur le lit ou allongé sur le dos avec les poings serrés sous les fesses, on facilite l'ouverture de la marge anale. Notons aussi qu'après la sodomie, en cas de rapports sexuels vaginaux à suivre, il importe de changer de préservatif ou de se laver le pénis afin d'éviter de mettre la flore vaginale en contact avec un milieu inhabituel. Précisons 2 points importants concernant cette position sexuelle. Primo, il n'y a aucun jugement moral à avoir dessus. Secondo, il n'est pas question de penser en termes de ce qui est sale et de ce qui est propre lorsqu'on s'y adonne, car à chaque selle, le rectum se vide complètement et les 2 feuillets de l'ampoule rectale se rapprochent. Le rectum, simple passage, est même une zone érogène importante. Sa richesse en terminaisons nerveuses explique que des hommes comme des femmes obtiennent de véritables orgasmes lors des sodomies. Chez l'homme, le contact avec la prostate augmente même le plaisir et peut déclencher des sensations identiques à la jouissance ressentie au moment de l'éjaculation. Pourquoi chez certains couples hétérosexuels, pendant le rapport, la partenaire pratique-t-elle un toucher rectal en massant doucement de façon circulaire la prostate qui se situe en avant de l'anus, sinon parce que son conjoint comme elle en éprouve une grande satisfaction? Attention toutefois, une trop grande excitation de la prostate peut être à l'origine d'une éjaculation précoce. J'en profite pour vous confier une technique efficace si l'envie devient trop forte. Écartez les cuisses le plus possible, prenez une bonne inspiration et maintenez le pénis introduit. Succès garanti. Physiologiquement, pratiquée avec douceur et sans brutalité, la sodomie ne présente pas le moindre risque pour la santé. À noter toutefois que la muqueuse anale étant plus perméable que la muqueuse vaginale, cela peut favoriser la transmission de maladies infectieuses. Le port du préservatif est d'autant plus important. Je suis néanmoins toujours frappée par la culpabilité de nombreux couples, homo ou hétérosexuels, qui la pratiquent. Certains pensent encore, à tort je le réécris, que c'est honteux ou sale. Or, la sexualité est un territoire libre et insouciant où l'on doit s'exprimer sans tabou. Elle s'inscrit dans le jeu, la spontanéité et la joie. Dès lors, culpabiliser, c'est abaisser son plaisir et augmenter son stress. Les rapports sexuels vécus de façon coupable perdent l'essentiel de ce qui fait du bien au couple. Et l'effet si bénéfique pour l'esprit et le corps humain du cocktail dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine sera alors quasiment inexistant. Pourquoi se laisser restreindre ainsi ? Accepter toutes les dimensions de sa sexualité, c'est apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est et non tel que les autres veulent que l'on soit. Si votre vie vous correspond, vous pourrez dire « j'aime ma vie », ce qui est le plus beau des hommages à vous rendre. Quand il y a décalage entre ce que l'on est et ce que l'on fait, on ouvre grand la porte à un mal-être profond qui s'exprimera par des pulsions alimentaires non contrôlées. La prise de tabac et ou d'alcool en excès, parfois par l'usage de stupéfiants. Des comportements compensateurs qui agissent comme des béquilles et libèrent le champ des maladies qui les accompagnent. Votre sexualité est votre épreuve de vérité. Vous pouvez faire semblant, tricher, mais au fond de vous-même, vous vous sentirez mal. Vous vous maltraiterez alors que ce plaisir constitue une source importante de jouvence comme de bien-être. Une zone devient érogène à partir du moment où on l'attribue. Ainsi, pensez aux endroits précis du corps qui vous génèrent le plus de sensations érotiques et ce sans tabou. Le fait de bien les identifier et mémoriser augmentera votre plaisir à chaque stimulation. Le cerveau garde en mémoire ce qui lui procure le plus de bien pour libérer à chaque fois davantage d'hormones du bonheur que j'appelle la dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. En connaissant ces zones intimes, vous créerez votre carte personnelle de la jouissance et baisserez en même temps le stress tout en augmentant l'espérance de vie en bonne santé, en vous faisant encore plus de bien. Ensemble, maintenir la flamme. À la naissance d'un couple, le désir sexuel est intense, mais au fil des années, chez beaucoup, il s'amoindrit peu à peu, laissant place à de la tendresse et de l'amitié pour certains, des regrets et des frustrations pour d'autres. Cette diminution de la libido n'est pas toujours bien vécue, chacun ne se pensant plus désirable.
ouvrant la porte à des sentiments d'anxiété, à une perte de confiance en soi qui peuvent mener droit vers un épisode de dépression souvent masqué. Des attitudes compensatrices surviennent. Pulsions alimentaires, trop de tabac, d'alcool, parfois de drogue, ou envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Maintenir la dynamique positive du couple nécessite une volonté commune. Des scientifiques américains ont par exemple noté que les couples qui s'engagent dans de nouvelles activités, un loisir, de la randonnée, des voyages, une activité sportive, des cours de cuisine, la découverte d'un instrument de musique, la maîtrise d'une langue étrangère, pulsent leur libido. Mais le couple qui tombe dans la routine et s'endort, endort en même temps sa sexualité. D'un point de vue neuropsychologique, le phénomène est aisé à comprendre. Quand deux personnes se rencontrent, les premiers rapports sexuels sont aussi fréquents qu'intenses. La découverte fait sécréter des hormones spécifiques, comme la dopamine, qui agissent sur le cerveau érotique et le stimulent. Or, commencer une activité non encore pratiquée en commun met en action les mêmes hormones. Celles-ci s'éveillent et éveillent, du même coup et de façon spectaculaire, le désir sexuel. Observez autour de vous les duos qui se lancent dans quelque chose de nouveau, et remarquez à quel point ils rayonnent de bonheur. Vous êtes deux depuis longtemps ? Tentez l'expérience. Il existe forcément un terrain de jeu où vous saurez vous engager ensemble. Écrivez une nouvelle page de votre histoire, encore plus belle que les précédentes, et vous ferez d'une pierre deux coups. Accroître vos libidos et augmenter vos puissances cérébrales. Tant plus on s'ouvre à de nouvelles activités, plus les capacités du cerveau se développent, la nouveauté constituant un élixir anti-vieillissement des neurones et cellules grises, alors que la routine, elle, est un poison qui les détruit lentement. Dans tous les cas, le fait d'être deux s'avère essentiel. Si une étude récente a montré que les hommes prenaient autant de plaisir dans les rapports sexuels vaginaux ou buccaux, elle a établi en revanche que la jouissance était beaucoup plus faible en cas de masturbation solitaire. Les secrets de l'orgasme féminin. L'orgasme féminin ne se déclenche pas sur commande et nécessite l'activation du cerveau érotique. Si le partenaire sexuel correspond au fantasme profond, il a plus de chances de se déclencher. Là est toute l'ambivalence de l'orgasme féminin. Un partenaire peut sembler parfait, beau, intelligent, attentionné, mais rien ne se produit. A l'inverse, l'orgasme peut survenir lors d'un rapport sexuel avec un bad boy qui ne correspond en rien à l'image valorisante qu'on aimerait avoir de soi et de ses choix. L'orgasme féminin flirte avec l'inconscient et le non-dit, en lien direct avec les désirs cachés qui remontent parfois à l'enfance, avec l'expression des envies enfouies jusqu'à parfois être oubliées. Il est la part inavouée dissimulée au plus profond de soi qui peut en être le moteur. Aussi, pour atteindre l'orgasme, il faut qu'une femme ose se risquer dans l'interdit et l'inexprimable. La chimie de l'orgasme. Une équipe médicale internationale a voulu comprendre les ressorts anatomiques qui augmenteraient la fréquence de l'orgasme féminin. Et ces scientifiques ont constaté que les baisers préliminaires profonds aident à la synthèse de la kispeptine, une hormone qui fonctionne tel un allume-feu et dont les stimulations buccales ou manuelles, au niveau vaginal ou clitoridien, favorisent aussi la sécrétion. Les chercheurs ont également observé que la durée idéale du rapport afin d'optimiser les chances d'atteindre l'orgasme se situe entre 7 et 13 minutes. D'autres facteurs favorables ont été notés. Innover avec de nouvelles positions sexuelles, parler de sexe pendant le rapport afin d'exprimer ses sensations, porter de la lingerie sexy ou pratiquer des stimulations anales. La relation avec le partenaire est évidemment importante. La présence de sentiments, le fait que chacun demande à l'autre ce qu'il désire, l'attention aux fantasmes et aux jeux qu'il suggère, augmente la fréquence des orgasmes. Les textos coquins en guise d'apéritif permettent aussi de mieux se préparer psychologiquement et participent au lâcher-prise nécessaire à tout rapport sexuel de qualité. Prédisposition physique. D'autres scientifiques ont recherché s'il existait des prédispositions physiques à l'orgasme. Dans le cadre de ces travaux, ils ont noté que les femmes ayant une proéminence du tubercule de la lèvre supérieure vivaient des orgasmes plus récurrents. Grâce à cette zone située au centre du haut de la lèvre qu'on appelle aussi arc de Cupidon, leur fréquence augmenterait même de 12 fois. D'autres singularités organiques ont été signalées par des chercheurs. Par exemple, une distance entre le vagin et le clitoris supérieure à celle relevée entre l'extrémité et la base du pouce ferait que la pénétration n'entraînerait pas de stimulation clitoridienne à elle seule. Orgasme vaginal ou clitoridien. De fait, pour certains gynécologues, l'orgasme ne viendrait pas du vagin mais de la proximité du clitoris, la pénétration provoquant une stimulation de ce dernier au moment des va-et-vient. Bien entendu, vous connaissez tous le point de Ernst Grafenberg, qui fut raccourci plus tard dans la dénomination point G. Certaines pensent même que l'hypothétique point G correspondrait à cette zone de contact entre vagin et clitoris, les nerfs sensitifs étant plus pauvres au niveau vaginal que clitoridien.
Une équipe de gynécologues et d'urologues a observé que la pénétration vaginale entraînait un mouvement clitoridien plus ou moins intense selon les caractéristiques anatomiques initiales. La racine du clitoris étant étirée par le pénis et compressée contre la paroi vaginale. Le sérum de vérité. Dans les facteurs favorisant l'orgasme, d'autres chercheurs ont mis en évidence le fait que le manque de sommeil améliorait la lubrification vaginale et le désir fantasmagorique survenant au matin. Il est possible que ce constat soit lié au niveau de testostérone, mais aussi à l'effet sérum de vérité qui ferait lâcher prise. Est appelé sérum de vérité le fait de mettre un sujet dans un état intermédiaire entre veille et sommeil, souvent pour le faire avouer. Aux États-Unis, dans certaines enquêtes policières, par exemple, cet état réduit les résistances psychologiques et le sujet exprime alors ce qu'il n'aurait vraisemblablement pas dit en parfait état de conscience. Dans notre cas, il ne s'agit évidemment pas d'injection d'une substance quelconque favorisant cet état, mais en fait qu'être en retard de sommeil profond propulse dans le même état entre deux. Pour conclure, ressort de façon significative des nombreuses études scientifiques sur le sujet que l'orgasme féminin est plus fréquent en cas de pénétration vaginale avec stimulation clitoridienne préalable ou simultanée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, jusqu'à 60% avec stimulation clitoridienne contre seulement 30% d'orgasme lorsqu'elle n'y apparaît pas. Sexualité, l'ouverture vers sa liberté intérieure. Dans un couple, la sexualité est le territoire privilégié pour exprimer librement ses envies. Une étude a d'ailleurs démontré qu'il y avait corrélation entre le fait de parler du sujet en faisant l'amour et l'épanouissement de la vie intime. La sexualité est aussi le territoire des paradoxes. Des scientifiques ont ainsi été surpris de découvrir que les sensations de douleur et de plaisir activaient les mêmes mécanismes neuronaux du cerveau. Et des chercheurs canadiens ont révélé que les adeptes d'un sadomasochisme léger reconnaissaient que leurs pratiques érotiques particulières les aidaient à lâcher prise et à se relaxer en profondeur. En termes de sexualité, il faut donc tout oser se dire et trouver le ou la partenaire qui correspond à ces tendances profondes, qui colle à ce que nous sommes, afin de pouvoir ensuite entrer en vibrations avec lui ou elle. Lorsque cela arrive, quelle grande chance. Mais y parvenir et en parler, toute la difficulté est là, les choix profonds, intimes, ne correspondant pas forcément au politiquement correct. Dans tous les cas, il ne faut jamais se sentir angoissé ou coupable par rapport à ces attirances sexuelles dès lors que celles-ci ne sont pas hors la loi. Branchez-vous sur la bonne fréquence sexuelle. L'appétit vient en mangeant. Pour les rapports sexuels, il en va de même. Plus on fait l'amour, plus l'envie monte en puissance. Les câlins réguliers empêchent par exemple nos appareils sexuels de s'endormir, stimulent davantage les hormones, entraînant une boucle vertueuse qui pousse à renouveler l'acte amoureux. Une récente étude vient de démontrer qu'au sein des couples ensemble depuis longtemps, l'homme propose 3 fois plus souvent que la femme des ébats amoureux. A l'inverse, apparaît une augmentation de la fréquence des rapports mensuels chez ceux où la femme prend plus fréquemment l'initiative. Les chercheurs en ont conclu que c'est la femme qui a la main, et non l'homme, faisant voler en éclats l'une des idées reçues les plus répandues en matière de sexualité, quand l'excitation précède le désir. Et ce n'est pas la seule. Des scientifiques américains viennent de publier des recherches qui changent jusqu'aux fondamentaux de la sexualité. Depuis longtemps, on professe que la libido est le carburant qui alimente l'envie de faire l'amour, l'étincelle pour allumer le feu en somme. Et de façon traditionnelle, on ajoute que le désir arrive en premier, suivi bientôt par l'excitation sexuelle. Eh bien, ces spécialistes ont démontré que le processus ne suit pas cet ordre-là. C'est même l'inverse. L'excitation sexuelle apparaît en premier, le désir sexuel survenant après. Ce détail n'en est pas un, tant il a de l'importance. L'excitation sexuelle fonctionne sur un mode marche-arrêt, alors que le désir sexuel, lui, est complexe et est en lien avec de multiples facteurs. Ces médecins ont effectué des IRM à des volontaires auxquels étaient présentées des images pornographiques. Ils visaient à analyser les réactions des sujets en temps réel, leur objectif étant de situer les territoires cérébraux de l'excitation et du désir. Conclusion, les zones du cerveau qui déclenchent l'envie de faire l'amour s'enflammaient lors de l'excitation immédiate, bien avant que le désir, lui, ne se mette en place. Ces résultats vont donc à l'inverse de ce que l'on imaginait, et disent qu'on ne décide pas de l'envie de faire l'amour, que la partie se déroule autrement, que plus l'excitabilité monte dans un premier temps, plus le désir progressera rapidement dans un second temps. C'est comme si, une fois excité, on construisait une histoire dans sa tête pour justifier l'état d'euphorie sexuelle dans lequel on se trouve. Cela revient à valoriser artificiellement le meilleur de l'autre et à le mettre en avant afin que le désir s'inscrive dans une forme de rationalité. Un espoir pour les troubles de la libido. Cette révélation est importante pour mieux comprendre et traiter les baisses de la libido.
Au lieu de commencer par rechercher ce qui peut augmenter le désir des hommes comme des femmes, mieux vaut identifier d'abord ce qui peut faire monter en flèche l'excitabilité des deux sexes. Trouver le bouton qui déclenche celle-ci. L'excitabilité est quelque chose de très fragile, un départ de feu qu'il convient d'entretenir tant il peut s'éteindre au premier coup de vent. Dans le cerveau, certains circuits poussent l'excitation avec enthousiasme tandis que d'autres, stimulés, l'arrêtent d'emblée, comme si nous disposions d'accélérateurs et d'inhibiteurs sexuels internes. Des inhibiteurs qui peuvent prendre plusieurs formes et varient d'un individu à l'autre. Une odeur, un mot qui fait retomber l'ambiance, un regard froid, le fait de penser à ses activités professionnelles ou à des soucis familiaux, une musique qui rappelle de mauvais souvenirs. Quand l'excitabilité survient, si le partenaire envoie des signaux de consentement, un regard appuyé par exemple, il faut maintenir l'excitation avec ferveur et sans culpabilité, se laisser porter en se préoccupant uniquement du moment présent, comme si nous étions dans une bulle coupée du monde. Ce qui provoque l'excitation sexuelle n'est en rien rationnel, n'essayez donc pas de la comprendre ou de l'analyser. Vivez-la tout simplement. L'entretien de l'excitabilité au moment même du rapport est essentiel aussi, il va sans dire. C'est le moment de caresser les parties du corps où l'épiderme est fin et sensible. Les lèvres que l'on peut lécher avec la langue, la peau sous les yeux, l'intérieur du bras, l'anus pourquoi pas, le frein qui se situe à la partie inférieure du gland et bien sûr le clitoris. Quand la sexualité interroge. En tant que médecin, il m'est arrivé lors d'un dîner privé ou en consultation d'avoir à répondre à toutes sortes de questionnements sur le sexe et la sexualité. Certaines questions ouvrent de nouvelles perspectives. Le sexe et l'argent. Les rapports entre sexe et argent ont toujours été ambigus. Certains chercheurs ont tenté d'établir une échelle hiérarchique du plaisir en posant la question suivante. Lequel du sexe ou de l'argent provoque en vous le plus de plaisir ? Et en mobilisant de gros moyens dont l'IRM fonctionnel cérébral. À leur surprise, ils ont découvert que ces deux plaisirs n'étaient pas localisés dans les mêmes parties du cerveau. Celui lié à l'argent stimule des zones précises qui n'ont rien à voir avec celles qui réagissent au plaisir sexuel. En pratique, ces zones différenciées, qui s'activent pour générer des sensations toutes deux agréables, sont deux systèmes physiologiques distincts qui ne communiquent pas l'un avec l'autre d'un point de vue anatomique. Les expériences qui produisent du plaisir sont conservées en souvenir grâce au système limbique cérébral qui associe émotion et mémorisation. Le fait est connu. Par réflexe, on cherche à reproduire les expériences qui ont procuré un bien-être puissant. Constat qui permet d'expliquer pourquoi nous choisissons souvent le même type de partenaire. Intéressons-nous donc à l'avenir, plus précisément aux zones du cerveau concernées lors de relations sexuelles avec argent à la clé. Laquelle des deux s'active ? Celle liée à la rémunération ou celle correspondante au plaisir sexuel ? La question reste entière. Faire l'amour pour maigrir ? Oui, mais pas comme on le pense. Faire l'amour pendant 25 minutes fait en moyenne perdre 100 calories pour un homme et 70 calories pour une femme. On est donc loin de l'idée reçue qui affirme qu'avoir des rapports sexuels aide à maigrir tant cela reste modeste, à moins que les rapports soient particulièrement sportifs et durent longtemps. Pour autant, des scientifiques anglais ont mis au jour l'existence d'un effet coupe-faim des rapports sexuels. L'acte diminue de manière nette la tendance au grignotage, vecteur de kilos inutiles. Comme le grignotage survient rarement en cas de faim réelle et s'exprime par des séries d'envies mal contrôlées, comme son but est de faire baisser un stress, une angoisse, de balayer un coup de déprime en cherchant un réconfort via la nourriture qui tombe sous la main, de préférence grasse et sucrée, un acte sexuel répond à de telles pulsions. Et pour cause, lors d'un rapport, le corps sécrète de l'ocytocine, molécule de l'attachement mais aussi du plaisir, laquelle hormone provoque une profonde relaxation, active naturellement les circuits de récompense du cerveau qui n'ont dès lors plus besoin de grignotage pour s'activer ponctuellement. De belles dents pour une sexualité magnifique. Pour terminer ce chapitre, je suis heureux de vous livrer l'une des dernières découvertes de la communauté scientifique. Une trouvaille qui, je l'avoue, m'a énormément plu, moi qui, après des années de pratique de la médecine, m'émerveille d'en apprendre encore chaque semaine sur cette étonnante machine qu'est le corps humain. Des chercheurs de Grenade, en Espagne, ont constaté que les hommes présentant une inflammation chronique des gencives connaissent 2 fois plus de troubles de l'érection que leurs congénères aux dents saines. La parodontite fait le lit de nombreuses bactéries qui peuvent ensuite être parachutées dans toutes les parties du corps, dont les cellules des vaisseaux sanguins du pénis, qui participent au flux sanguin pour obtenir une belle érection. Conclusion aussi logique que quelque peu surréaliste, une consultation annuelle chez le dentiste et un brossage quotidien à minima, soigneux des dents, permettent d'allier belle haleine et belles érections. Qui l'eût cru ? Comme quoi, une bonne hygiène bénéficie à tout, ainsi que nous allons maintenant nous en apercevoir.
Plein de merde, de mouches sur la con. Ah, putain, j'ai eu peur.